Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dialogue littéraire automnal. Nous sommes aujourd'hui à la Galerie Kutch, lieu de promotion culturelle et créative qui met en avant des artistes locaux. En ce moment, je vous invite à venir découvrir l'exposition du dessinateur brestois Aubion. Dans cette émission, nous retrouverons Michael pour ses coups de cœur en bande dessinée et nous reviendrons sur deux rencontres qui ont eu lieu à la librairie avec Meg Wolitzer et Sandrine Colette. Meg Wolitzer est venue nous présenter Les Intéressants, parus aux éditions Rue Fromentin. En 1974, Julie passe son été à Spirit in the Wood, une colonie de vacances. Elle y rencontre un groupe de 5 adolescents qui se sont baptisés Les Intéressants. Ethan, un surdoué des films d'animation, Goodman et sa sœur Ash, de jeunes New-Yorkais bien nés, Jonah, fils d'une célèbre chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy, qui rêve de devenir danseuse. Ce roman suit leur vie pendant 40 ans. Ethan épousera Ash, ils connaîtront la réussite et les drames. Goodman devra faire face à la justice, Jonah se détournera de la musique, et enfin Julie se cherchera pendant de longues années et racontera leur histoire à tous. Retrouvons tout de suite Meg Wolitzer au micro de Laurence. Meg Wolitzer, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les Intéressants, un roman magistral et foisonnant. Alors, il s'agit d'une véritable fresque, réaliste et sensible, qui nous conte l'histoire de 6 jeunes adolescents. Ils se rencontrent en 1974 à Spirit in the Wood, qui est une colonie de vacances centrée sur l'art, et ils vont se baptiser de manière ironique Les Intéressants. On va suivre leur vie pendant 40 ans, tout en découvrant à travers leur trajectoire l'histoire des États-Unis et ses grandes questions politiques et sociétales. Et puis au cœur du roman, il y a une question centrale qui est la suivante: que deviennent au cours de l'existence les talents et les aspirations de chacun? Comment est-ce qu'il s'est alors construit ce roman et dans quelle mesure est-ce que le livre et l'histoire sont nés des personnages? I did go to summer camp like the characters in the novel when I was 15, and it changed my life. It was a wonderful experience. For me, this is a very personal novel. It's not autobiographical, really, because the characters are completely invented. But the idea of the moment when you meet your people, the moment when you find your tribe, is very important to me. I had the idea first, what happens to talent over time, but also what happens to friendship, and also the idea of envy and the kind of envy that you might feel for people you love. Alors celle qui raconte la majeure partie de l'histoire, c'est Julie, qui sera appelée Jules pendant cet été à Spirit in the Wood. Alors est-ce que pour elle, cet été-là, c'est le moment où elle va commencer une recherche du bonheur qui durera pendant les 40 années suivantes? Oh yes, for her, this is the moment that things change. This is the moment really when she starts to become not necessarily herself, but I think the self that she wants to be. But her talent is limited. It just could be about the idea of self-expression and wanting to make something and wanting to do something with your life. And I think those things really come about when you think about the beginning of an artist. It's sometimes those ideas of really exploration more than anything else. Alors, Les Intéressants, c'est un grand roman sur l'amitié, sur l'individu au sein d'un groupe au cours du temps. Mais peut-être qu'avant tout, c'est un roman sur le temps qui passe et qui réalise ou qui affadit nos rêves. Est-ce qu'on peut dire que la question du temps est centrale dans ce roman? I think time is really important in the novel. If I had written the book when I was a lot younger, it wouldn't have been this book. It wouldn't have been about time. It would have been maybe a nostalgic book about the beginnings of becoming artistic. But I realized that it's not just about that at all. As I lived, as I had children, as I had friendships develop, other ones that wither, you experience death, you have all kinds of experiences in your life. I really felt that it's about time and everything that it includes, and that includes some of the stuff that's very painful to write about too. So yes, absolutely, because I waited as long as I did, since I had had that experience of being excited by life and by art. I waited to think about it. It was definitely not a novel about art, it was really a novel about time. Cette question du temps, elle est visible à la lecture du roman quand on découvre sa structure qui ne suit pas un ordre chronologique, mais qui va en avant et en arrière dans le temps. Écrire sans suivre la chronologie, c'est en quelque sorte défier le temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des enjeux principaux de ce roman? I would love to defy time. I'm really trying to do that. There are various face creams you can buy to do that. Yeah, I mean, people spoke about the unusual time structure of the book. For me, it didn't feel that unusual, because here we are sitting and talking, but I was already just thinking about the past, because I was thinking about
my childhood experience of going to the camp. So I went into the past, and you could think about the future. What are you doing tonight? Like, you might have a passing thought. I think the idea of time is much more fluid than we really give it credit for. Sandrine Collette est venue nous présenter Il reste la poussière, paru aux éditions de Noël. L'histoire se passe en Patagonie. Dans la steppe, balayée d'un vent glacé, un tout petit garçon est poursuivi par 3 cavaliers. Rattrapé, lancé dans une course folle, il est jeté dans un buisson d'épineux. Ce petit garçon s'appelle Raphaël et ses bourreaux sont ses frères aînés. Leur mère ne dit rien, murée dans un silence hostile, depuis cette terrible nuit où leur ivrogne de père l'a frappé une fois de trop. Elle mène ses fils et son élevage d'une main inflexible, écrasant ses garçons de son indifférence. Raphaël, incroyablement seul, se réfugie auprès de son cheval et de son chien. Dans ce monde qui meurt, où les petits élevages sont remplacés par d'immenses domaines, l'espoir semble hors de portée. Et pourtant, un jour, quelque chose va changer. Sandrine Collette répond aux questions d'Anaïk. Sandrine Collette, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venue nous présenter votre dernier roman aux éditions de Noël, Il reste la poussière. Vous avez d'emblée reçu le Grand Prix de littérature policière en 2013 pour votre premier roman noir, Des nœuds d'acier. Avec Un vent de cendre en 2014 et 6 fourmis blanches en 2015, vous confirmez votre maîtrise des faux semblants, des rebondissements, ainsi qu'un attrait particulier pour les émotions fortes. Après avoir croupi dans une cave de la campagne reculée, fait les vendanges en Champagne, arpenté les montagnes d'Albanie, à quoi peuvent s'attendre vos lecteurs avec votre dernier roman, Il reste la poussière? Il reste la poussière. D'abord, il y avait beaucoup de lecteurs qui m'ont dit « Oui, on a trouvé, vous avez fait d'abord la campagne. Après, bon, il y a les vendanges. Ensuite, il y a la montagne. Et donc, le prochain, ça va être la mer. » Donc, voilà, pour l'effet de surprise, je me suis dit « Je ne le ferai pas à la mer. » Celui-là, Il reste la poussière, c'est un roman qui se passe en Patagonie. Donc, c'est une grande région d'Argentine. Dans un paysage qui est ce qu'on appelle la steppe semi-aride. Et donc ça ressemble un peu, si vous voulez, au film de cow-boy. C'est du grand désert, des buissons épineux, des plateaux qu'on appelle des mesetas. Donc un paysage complètement aride. C'est pas la Patagonie touristique du tout. Il reste la poussière est un roman polyphonique. Le récit progresse à travers le regard et le ressenti d'un petit garçon, Raphaël, de sa mère et de ses frères. Peut-on considérer que la nature, le paysage, est un personnage à part entière? Je pense vraiment, oui, là vous touchez du doigt quelque chose d'important dans tous mes romans, et celui-là presque en particulier. Elle est silencieuse du coup, mais elle étend son emprise sur chacun d'eux, on le sent, sur chaque chapitre. Donc de sécheresse, des bêtes qui meurent, du maïs qui ne pousse pas, du vent qui souffle en permanence et de la roche qu'on n'arrive pas à creuser pour enterrer quoi que ce soit. Et c'est une espèce de chose à la fois grandiose et hostile qui fait que les gens qui vivent à cet endroit-là ne peuvent eux-mêmes qu'être de la même dureté. C'est-à-dire qu'il y a une mère qui vit avec ses 4 fils. Ils sont tous les 5 seuls avec des troupeaux de moutons notamment. Les animaux dans une estancia, c'est-à-dire dans un domaine qui fait à peu près 3000 hectares, c'est-à-dire un petit domaine pour là-bas, pauvre. Un événement va faire que Raphaël, qui est le plus petit garçon, est amené à sortir, à partir à cheval à la recherche d'autres chevaux. Et à ce moment-là, il va découvrir d'autres choses, mais y compris, c'est un garçon qui n'a jamais vu un arbre. On découvre que Raphaël est le souffre-douleur de ses frères aînés. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pourquoi tant de cruauté? Je ne sais pas si c'est de la cruauté. En fait, vous voyez, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui m'ont dit, après la lecture de ce livre-là, des lecteurs qui travaillent avec des familles difficiles ou avec des enfants maltraités, qui m'ont dit, aujourd'hui en France, c'est incroyable parce qu'on retrouve dans votre livre, on a retrouvé les mêmes émotions, on a retrouvé les mêmes mécanismes, les mêmes indifférences, la même brutalité. Et donc oui, alors peut-être c'est cruel, et en même temps c'est simplement la vie, et ça existe encore aujourd'hui à 2 pas de chez nous. Je suis juste une observatrice là-dessus, et je crois que j'ai rien, alors évidemment rien enjolivé, mais pas empirer les choses non plus. C'est-à-dire que des familles difficiles, vraiment où les coups de poing ont remplacé les paroles, hein, où on ne parle pas avec des mots, on parle avec les poings et plutôt pour faire mal. Voilà, ça, en fait, ça existe partout. Et puis, évidemment, c'est prétexte à continuer sur
tout un questionnement qui va se poser puisque c'est un roman noir, c'est un roman qui est violent. Mais pour moi, la question sous-jacente de ce livre-là, malgré tout, c'est qu'est-ce que le bonheur ? De retour à la librairie, nous retrouvons tout de suite Mickaël pour ses coups de cœur en bande dessinée. Bonjour Mickaël. Bonjour Marion. Ta première bande dessinée porte sur les héroïnes discrètes de l'histoire. Exactement. Le premier ouvrage que j'ai choisi de vous évoquer est celui de Pénélope Bagieux, qui s'intitule Culottée, paru aux éditions Gallimard. Alors dans cet album, Pénélope Bagieux dresse le portrait de 15 femmes qui, par leur courage, leur abnégation, ont su s'affranchir des contraintes sociales, culturelles, pour réaliser de grandes choses. Je pense à Agnodis, une gynécologue au temps de l'Antiquité, Clémentine Delay, la femme à barbe. Elles ont toutes pour point commun de piquer notre curiosité et de nous donner envie d'en découvrir davantage. Elles nous rappellent que le combat des femmes pour l'égalité homme-femme est un combat de longue haleine. Et la deuxième bande dessinée est le récit d'un otage, Histoire vraie. Exactement. Guy Delisle en est l'auteur. Alors c'est l'histoire de Christophe André, le responsable financier d'une ONG dans le Caucase, qui va être kidnappé et séquestré pendant 111 jours. Captivité qui va être marquée par la fébrilité permanente, l'angoisse, et puis aussi l'ennui et l'attente interminable. Et c'est là toute la prouesse de l'auteur de justement rendre toutes ces émotions un bel album à découvrir. Ton troisième coup de cœur est une comédie sociale. Alors effectivement, ce troisième album est un peu plus léger que les deux premiers. Il s'agit de Accoucher dehors, paru aux éditions Bambou. Alors c'est l'histoire d'Amédée, un sans domicile fixe de bord de Seine, qui vit paisiblement avec ses acolytes Prie-Dieu et Merguez. Alors la vie d'Amédée va basculer le jour où il se voit léguer par sa tante décédée un joli pavillon dans la banlieue parisienne. En contrepartie, il doit devenir le tuteur légal du fils de la tante décédée, qui est trisomique et qui se prend pour Youri Gagarin. Les dialogues sont bien ciselés, on sent que les hommages à Audiard sont évidents. Bref, un album vraiment plein d'émotions et plein d'humanité. Et ton dernier coup de cœur est le lancement d'une revue pour les jeunes adultes. Voilà. Pour terminer, je voulais saluer la sortie de cette revue réalisée par la même équipe que la revue dessinée qui connaît un beau succès. Le maître mot, c'est rigueur artistique et journalistique. On leur souhaite bon vent et le même succès que leurs aînés. Je te remercie Mickaël. Merci Marion. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite un beau mois d'octobre.